au bailleur de fonds et que vous rendez aussi même à votre... En fait, il faut les archiver. Il y a les rapports d'activité, c'est trimestriel. Ça, ces rapports-là, vous le donnez au bailleur de fonds et en même temps, vous les archivez aussi chez vous. Il y a aussi les rapports de mission. J'ai dit tout à l'heure ici, ce sont les rapports que vous rendez immédiatement lorsque vous revenez d'une mission ou qu'on vous a donné une mission sur terrain. Donc, la mission est terminée, vous êtes obligé de rendre ce rapport dans l'immédiat. Donc, voilà à peu près, pour ne pas aller vous perdre dans tout ce qui est marqué comme type de rapport, prenez seulement les 3 rapports. Le rapport financier, donc il faut le rapport mensuel, le rapport d'activité trimestrielle et le rapport de mission. Donc, on donne ça immédiatement lorsqu'on revient d'une mission qui vous a été donnée par votre organisation. Alors, le rapport d'activité. Allons maintenant dans le rapport d'activité. Le rapport d'activité réalisé, c'est capital. Lorsqu'on vous a donné de l'argent, on veut voir le rapport de cette activité-là que vous avez faite. C'est capital. Les activités font l'objet des rapports narratifs et financiers périodiques. Je vous ai dit tout à l'heure ici, il y a le rapport narratif, ce sont les rapports d'activité que vous écrivez, et il y a les rapports financiers. Les rapports d'activité périodiques sont trimestriels ou selon le calendrier fixé. Il y a d'autres partenaires qui vous demandent de faire chaque mois un rapport financier. Mais en réalité, c'est trimestriel. Normalement, quand on vous donne de l'argent, c'est 3 mois plus tard, il faut faire donc le rapport d'activité. Mais par contre, pour le rapport financier, c'est mensuel. Chaque mois, il faut rendre un rapport au bailleur de fonds. Le rapport d'activité, c'est 3 mois. Il faut lui donner donc le rapport. Les copies sont gardées au niveau de votre organisation, qui sont présentées en même temps au conseil d'administration, qui sont en même temps présentées. D'ailleurs, présenté à l'Assemblée générale. Voilà. Ces rapports sont rédigés par le responsable attitré. Les rapports ne sont pas rédigés par... Le rapport financier ne sont pas nécessairement rédigés par les trésoriers généraux. Non. Il vient avec des informations. C'est quelqu'un d'autre, même c'est-à-dire dans l'équipe qui s'occupe de la finance de l'organisation, qui s'occupe, donc c'est la personne qui se met à écrire un rapport financier en fonction des éléments de votre comptable, de votre trésorier général. Donc voici les éléments sont sur la table. Et il y a quelqu'un d'autre qui se met à écrire. Pourquoi toutes ces différences? C'est parce que lorsque vous avez la même personne qui garde l'argent, la même personne qui gère l'argent et c'est la même personne qui écrit le rapport, ça devient trop. C'est comme ça que la corruption rentre, c'est comme ça qu'on commence à jouer avec l'argent. Donc, il faut essayer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ici, le trésorier général, il travaille avec le caissier, qui est une autre personne, et c'est lui qui va écrire le rapport. C'est peut-être l'officier de finances qui écrit donc le rapport, et le rapport, une fois fini, il est soumis à qui? Le conseil exécutif, avec le manager et les autres, regarde le rapport, et il le soumet au conseil d'administration. Le conseil d'administration, donc, le regarde, il dit oui, c'est bon. Il donne l'aval, il est envoyé au bailleur, et après il donne l'aval, il est envoyé à l'Assemblée générale. Voilà comment on essaye d'éviter tout ce qui a corruption, tout ce qui a des mains noires derrière, qui font à ce qu'aujourd'hui, les organisations locales n'arrivent pas à avoir de financement. C'est parce qu'on n'a pas toute cette suite logique comme font les autres. Quand vous allez chez PNUD, vous allez voir, c'est tout un bureau, immense bureau, avec des gens qui font l'audit interne. Vous allez voir les mêmes gens. À côté, il y a des gens qui traitent directement avec des gens qui font l'audit externe. Vous allez voir des gens qui sont en même temps en train de compiler donc toutes les informations par rapport au budget. C'est toute une armée, en fait, qui fait tout ça. Alors, mais chez nous, vous trouvez, c'est la femme du président qui est en train de faire le rapport. Le président lui-même, il fait la rapport d'activité. Alors, à la fin, on s'est dit qui a fait quoi et quoi a été fait par qui. C'est tout un problème. Alors, les rapports de mission sont élaborés dès que la mission est terminée suivant les normes d'établissement de rapports intéressés en vigueur dans votre organisation. Ça, c'est capital. Vous avez des gens qui ont des missions. Les missions, on ne vous dit pas seulement de voyager. Vous avez des gens qui partent seulement, il faut aller au Bandundu pour revenir. Non. On vous dit, écoutez, monsieur, vous êtes en train de faire une enquête sur un travail donné de votre projet.
Vous allez rendre ce rapport ici même. Vous sortez, chaque matin, vous allez sur le terrain. On vous donne tout ce qu'il vous faut. Vous allez sur le terrain, vous faites, vous récoltez des informations, vous rassemblez des informations, vous revenez avec au bureau. Et dès que vous arrivez au bureau, vous dites que votre rapport est terminé. Et une semaine après, il faut rendre le rapport. Voilà comment il faut travailler. Donc, alors, il y a encore ça. Toute personne physique ou morale intéressée ou soutenant la mission et les objectifs de votre organisation a droit au rapport. Le rapport ne doit pas au rapport d'activité et au rapport financier. Ce n'est pas une histoire qui doit être montée quelque part et après vous allez, c'est-à-dire vous mettez à le cacher. Les membres ne doivent pas avoir le rapport. On a vu, hein, nous avons une organisation que nous poursuivons ici. On lui demande le rapport. Il dit oh non, 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 le rapport financier, ça ne concerne que les bailleurs. Non, c'est faux. Le rapport financier ne concerne pas les bailleurs uniquement. Ça concerne et les bailleurs, ça concerne le conseil d'administration, ça concerne l'Assemblée générale. Dans l'Assemblée générale, ça concerne aussi le membre. Tout le monde qui se sent visé par ce que vous faites a droit, peut passer et vous demander une copie du rapport. Vous pouvez dire non, mais la personne peut aller jusqu'à porter plainte et ça peut vous coûter très cher. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des rapports nets et clairs. Et puis, pour éviter à ce que les gens vous posent des questions sur ces rapports-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir un site Internet. Vous postez votre rapport sur le site Internet. Vous avez la page Facebook. Vous avez Instagram. Vous avez donc tous ces éléments qui vous permettent d'être en contact avec les réseaux sociaux, par exemple, qui vous permettent d'être en contact avec vos membres. Donc là, vous pouvez mettre le rapport pour éviter à ce que les gens ne viennent vous déranger au bureau. Oui, on veut voir le rapport. Et ils ont le droit. Ils ont le droit de voir le rapport et il ne faut pas refuser ça. Ça peut créer des problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit, les rapports annuels sont diffusés après leur adoption par l'Assemblée générale. Et voilà, vous n'allez pas vous mettre à publier le rapport lorsque ces rapports-là, ils ne sont pas adoptés par l'Assemblée générale. C'est différent. Là, je ne suis pas en train de parler des rapports d'activité. Les rapports d'activité, c'est le conseil d'administration qui décide sur l'Assemblée, le rapport d'activité. Là, nous sommes en train de parler des rapports financiers de l'année pour ce qu'on appelle ici le rapport comptable de votre organisation qui reprend tous les projets de l'année. Là, lorsque c'est un projet, un seul projet, ce rapport-là, c'est le conseil d'administration qui décide. Mais lorsqu'on parle de rapport annuel de votre organisation, c'est tous les projets. Nous, on a eu 2 projets d'affilée. Donc, à chaque projet, il y avait un rapport qui était décidé par le conseil d'administration et on l'a rendu au bailleur de fonds. Mais par contre, le rapport annuel qui prend les 2 rapports, ça, c'est le conseil, ça, c'est l'Assemblée générale qui décide. Et là, c'est ça, le rapport que vous, maintenant, vous allez publier maintenant à tout le monde. C'est le rapport qui englobe tous les projets que vous avez eu donc à l'année. Je crois que là, je me fais comprendre. Il y a le rapport, il y a un rapport du projet, unique projet, il y a un rapport unique projet que vous envoyez à votre bailleur de fonds. Ça, c'est le conseil d'administration qui décide. Mais il y a le rapport de toute l'année qui reprend toutes les activités de toute l'année de votre organisation. Il y a plusieurs projets. Ça, c'est le rapport annuel de votre organisation avec plusieurs projets. Ça, c'est le conseil, là, c'est l'Assemblée générale qui décide. Et il faut attendre donc, que cela soit adopté par le conseil par l'Assemblée générale pour qu'il soit publié sur les sites et partout, tout le monde peut voir. Voilà, à peu près ça. Alors, maintenant, hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé la question, je ne sais pas dans le site, donc ici, on m'a dit, mais oui, nous, quand on est une petite organisation, comment est-ce qu'on peut accéder à des financements? Bon, voilà la démarche ici. Alors, on commence d'abord par la phase de recherche de financement. Ça commence par là. Beaucoup de gens créent des organisations ici à Kinshasa, mais ils ne savent même pas où est-ce qu'on va trouver des informations. Je ne sais pas d'ailleurs pour quelles raisons ils créent donc l'organisation, ils ne savent pas. Et s'ils le savent, mais ils ne savent pas comment trouver des financements. Toute organisation, lorsqu'elle est créée, le but, c'est d'avoir de l'argent pour faire fonctionner les projets pour lesquels l'organisation a été créée.
Lorsque vous n'avez pas de financement, mais ça sert à quoi de créer une organisation? Ça ne sert à rien. Et aussi, il faut mettre en tête que ce n'est pas toujours vous les membres qui financez. Dans un premier temps, vous financez donc les premiers, donc vous financez des petits projets dans un premier temps, mais à la longue, des gros projets demandent à ce qu'il y ait de gros financements. L'argent, il est là. Il y a beaucoup d'argent, mais il faut savoir où le trouver. Donc, je vais y aller un peu vite parce qu'il me reste que 5 minutes pour arrêter un petit peu ça, pour passer donc à la deuxième phase. Alors, il y a une recherche de financement classique qui peut comporter 2 phases. Premier temps, il s'agira de s'informer sur les bailleurs de fonds. Il faut savoir quels sont les bailleurs de fonds qui donnent de l'argent, quels sont les instruments de financement et les modalités d'attribution de ces financements. Donc, ils financent dans quel secteur et comment ils donnent leur argent? Est-ce qu'il y a des bailleurs de fonds qui donnent de l'argent à l'année? Quand vous allez, par exemple, à l'Union européenne, par exemple, le secteur des droits de l'homme, là-bas, c'est toute l'année, ils ont des financements. Il y a d'autres secteurs, c'est une année à l'année. Il y a d'autres secteurs, c'est une fois à l'année. Il y a d'autres secteurs, c'est 2 fois à l'année. Donc, on va vous expliquer comment il faut passer partout là-bas pour aller vous informer de comment ça marche. Alors, le deuxième point, il s'agira de faire connaître, le projet. D'abord, faire connaître votre propre organisation et de faire connaître le projet pour lequel vous sollicitez le financement. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand on veut travailler avec un bailleur de fonds, il faut créer donc une sorte de relation avec le bailleur de fonds. Le bailleur de fonds, c'est l'argent. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, il faut aller commencer d'abord, prendre rendez-vous avec eux, frapper à des portes, présentez-vous au téléphone, parlez bien. C'est pour ça qu'il faut, à la langue, qu'on puisse aussi vous coacher de comment parler. J'ai vite vu des gens, j'ai envoyé des gens aller faire le tour des ambassades ici et des organismes internationaux, mais c'était incroyable de voir des gens qui tremblent devant un petit ouvrier à la porte, mais ils ne peuvent plus donc s'expliquer. Et là, c'est grave. Il faudrait qu'on vous forme sur la façon de vous exprimer. D'enlever cette frousse quand vous parlez auprès des gens. Il faut être sûr de vous-même. Il faut être dominateur quand on parle. Il ne faut pas reculer quand on parle. Il faut faire passer le message. Il faut qu'on comprenne. Il faut parler clairement pour qu'on comprenne ce que vous dites. Tout ça, ce sont des formations qui vont venir après. Alors, il y a maintenant, quand vous passez donc à ça, il faut connaître les bailleurs de fonds. On a dit tout à l'heure ici. Il faut identifier des bailleurs de fonds. Quels sont les bailleurs de fonds? Il faut voir les bailleurs de fonds qui sont capables de financer votre organisation et votre projet. Vous n'allez pas, vous êtes dans l'entrepreneuriat et vous allez chez un bailleur qui est dans l'environnement. Il ne vous donne pas l'argent, ça n'a pas de sens. Vous n'allez pas aller demander celui qui est en train de financer des projets pour les ingénieurs, pour les femmes ingénieurs. Par exemple, j'ai vu des cas aux États-Unis. Et vous allez lui sortir un projet sur l'entrepreneuriat. Mais il ne finance pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les bailleurs de fonds. Donc, il faut vérifier l'éligibilité de votre organisation. Est-ce que votre organisation est éligible donc, au projet financé par le bailleur? Tout ça, ce sont des choses que personne ne vous dit et vous ne comprenez pas. Et voilà. Donc, pour l'instant, je suis obligé de couper dans un point. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de dégourdir les jambes, de boire un peu d'eau. On y revient dans 10 minutes. Merci beaucoup.